17h10 ici à Paris. L'Iris et le lieu avec le soutien de Nantes Métropole vous invitent à participer à la 7e édition des Géopolitiques de Nantes. Rendez-vous vendredi 27 et samedi 28 septembre au lieu unique pour ouvrir des perspectives et décrypter les défis stratégiques auxquels le monde est confronté. Au programme, une quinzaine de tables rondes en présence de conférenciers internationaux. Les Géopolitiques de Nantes, entrée libre, programme détaillé sur lelieuunique.com, en partenariat avec RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports de Radio Foot International sur RFI. Comme chaque semaine, vous pouvez nous entendre et nous regarder sur le Facebook Live de cette émission. Et je vous présente tout de suite les invités du jour. Ils sont là, bien sûr, en ouverture. Je vous les présente, Rémi Ngono et Xavier Barré. Bonjour, messieurs. Bonjour Annie. Bonjour Annie. Voilà. Il n'a pas mis de lunettes de soleil aujourd'hui. Non, Ah non, ça a beaucoup plu la semaine dernière. parce que je savais que tu es un peu soigné, t'as vu. Ça a beaucoup plu la semaine dernière, Rémi. Vous auriez dû en amener notre père. Oh là là. Il y a aussi Philippe Doucet aujourd'hui dans cette émission. Bonjour Philippe. Bonjour Madame Annie. Qui nous arrive de Rennes, nous dit-il, notre camarade. C'est vrai, mais pourquoi nous Canal. dit-il? C'est vrai. Oui, non, mais c'est parce que vous me l'avez dit, j'aurais pas pu le deviner. Alejandro Valente, lui, il nous vient de son bureau de chef. Bonjour. Bonjour. Et puis nous avons notre stagiaire aussi, Ralph Samouri. Bonjour Ralph. Bonjour Annie, bonjour à tous. Alors dans les débats du jour, eh bien, nous évoquerons le retour au championnat puisque la Ligue des étoiles, hein, comme on pourrait la surnommer, est refermée. Alors les affiches du jour, eh bien, en première ligue, du bleu et du rouge hein, sur une pelouse londonienne, à savoir à Stamford Bridge. Les Blues recevront les Reds, deux équipes battues en Ligue des Champions. On les attend au rebond. En Liga, et on attend le rebond des Merengues en danger chez le leader actuel de la Liga, le FC Séville, et Zinedine Zidane est dans la ligne de mire de la presse espagnole. Enfin, en France, Lyon et le PSG ont rendez-vous dimanche soir. L'OL qui veut se racheter de ses pâles prestations récentes et le PSG tout flamboyant avec en plus Neymar en guest star. Nous évoquerons aussi la Coupe de la Ligue, la mal-aimée rangée au musée de la Ligue désormais. Une chance peut-être aussi pour la Coupe de France pour prendre plus d'importance, pour rebondir. Et puis les femmes à la porte des stades en Iran sous la pression de la FIFA. On verra si les ayatollahs vont ouvrir les grilles. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. Looking for his hat-trick, Tammy Abraham! Oh, what a goal. You just never doubted it. A first Chelsea hat-trick for Tammy Abraham. It's his day at Molineux. Un chant à la gloire de ce joueur emblématique des Blues qui est Frank Lampard, passé de la pelouse au banc. Jeune entraîneur qui couve les jeunes pousses de l'effectif de Chelsea. Abraham, l'auteur du hat-trick que vous venez d'entendre contre Wolverhampton, il a 21 ans et il est le premier à avoir inscrit un hat-trick aussi jeune. Le dernier, c'était Sterling avec Manchester City. Alors, cette année, c'est vrai que Chelsea compte de nombreux jeunes partenaires à ce Abraham. On a Tomori de 21 ans, Moon de 20 ans, Hudson Odoi qui a lui 18 ans. La marque jeune de l'équipe de Chelsea n'est évidemment pas innocente. C'est aussi parce que cette équipe ne pouvait pas recruter. Est-ce que ces jeunes peuvent l'emporter face aux Reds de Jürgen Klopp et ce groupe façonné depuis à peu près 3 ans, Philippe Doucet? Ce sera très difficile. Chelsea se caractérise par une grande irrégularité. Ils ont encore fauté en Ligue des Champions de manière peu encourageante, peu engageante, parce que Valence n'est pas, en ce début de saison, une équipe si redoutable que ça, et on pensait vraiment que Chelsea pouvait prendre les 3 points. Je pense que Lampard, pour l'instant, a une crise de résultats. Je trouve que ce qu'il fait est pas mal. Je trouve intéressant. Je
trouve les matchs de Chelsea intéressants, le contenu intéressant depuis le début de la saison. Mais Il y a un progrès, on peut dire, quand sûrement même. risqué par le fait que Voilà. lui-même est un entraîneur jeune, que son équipe est très jeune, et donc il y a des hauts, des bas. Je pense que ça correspond à une période assez étonnante du club, où avec ce recours aux jeunes, alors certes l'interdiction de recruter, mais aussi un président, pas un président, mais un actionnaire majoritaire qui ne peut pas séjourner, qui n'a qu'une volonté, c'est de vendre Très le absent. club maintenant, qui ne peut plus séjourner à Londres, il ne peut plus venir en Angleterre. Et Roman Abramovich, nommons-le. Abramovich. Mhm. Il n'a qu'une envie, c'est vendre le club, mais à un tarif tel que pour l'instant, il n'a pas trouvé d'acheteur. Xavier Barret, Mm. cette équipe de Chelsea, est-ce que vous la trouvez intéressante? On sait que, alors il y a un cap évidemment par rapport aux champions d'Europe, même si eux aussi ont été battus au cours de la semaine, mais c'était Naples. Est-ce que ce Chelsea Liverpool vous semble attrayant Moi, par, je suis totalement fan. par le spectacle attendu? Totalement fan parce que, regardez, là, Chelsea oui, de ce Chelsea et de cette politique surtout qui est initiée, un peu contrainte effectivement par le fait qu'il soit sanctionné par la FIFA et interdit de recrutement. Mais je suis totalement fan parce que quand je regarde le palmarès de la Youth League, la Ligue des champions des jeunes, qui existe depuis, c'est la 7e édition maintenant, je vois que Chelsea a gagné 2 fois, en 2015 et en 2016, et qu'ils ont été en finale en 2018 et en 2019. Et qu'ont-ils fait de ces jeunes? Pas grand-chose. La plupart du temps, ils les ont prêtés, ils les ont bradés. L'un des premiers fossoyeurs de cette politique de Chelsea, c'est l'ami de Rémi Ngono, c'est José Mourinho, qui disait les jeunes ne sont pas assez bons, donc ces jeunes ils sont allés éclater ailleurs. Même Kevin De Bruyne, absolument, Mo Salah lui-même. Il y a eu également Robben avant, qui est aussi passé par Chelsea, auquel il n'était pas assez bon pour Mourinho. Donc tous ces jeunes-là, ils n'ont pas eu leur chance à Chelsea, donc ils sont partis éclater ailleurs. Et pendant ce temps, effectivement, Abramovich a continué à raquer pour acheter des joueurs. Des très bons joueurs parce qu'il avait beaucoup d'argent, mais qui lui ont coûté très cher et pour un rapport qui n'est pas toujours évident. Donc moi, je suis très fan parce qu'il faut rappeler que cette équipe de Chelsea, donc non seulement a des bons jeunes, c'est un bon club formateur, non seulement ils recrutent beaucoup de jeunes, beaucoup trop même, puisqu'il faut rappeler que la saison dernière, ils avaient quand même 41 joueurs prêtés sur le banc, à l'extérieur, prêtés prêtés à d'autres clubs. Voilà, Mhm. en plus de tous ceux de l'effectif. Donc, dans le lot, effectivement, il y en a qui a priori n'avaient pas leur place à Chelsea, mais dans le lot, il y en a aussi beaucoup qui ont leur place. Et aujourd'hui, avec un entraîneur du cru, Frank Lampard a fait une carrière magnifique, voilà. eh bien, ils sont en train d'initier enfin une politique qui est en rapport avec tous les investissements qu'ils ont fait ces dernières années. Donc moi, je suis très fan et j'espère qu'il va y avoir des résultats. Philippe Doucet a l'air très intéressé par vos statistiques. Ah oui, il est venu les mains dans les notes. poches, qui n'est pas dans ses habitudes. Non, mais la Youth League, c'est intéressant. Quand on voit Tammy oui. Abraham, c'est là que je l'avais découvert. Aujourd'hui, il est devant Giroud, titulaire devant Giroud, et il est éminemment intéressant, évidemment, de suivre des jeunes joueurs comme ça. Rémi, je pense que Xavier vous a passé la balle. Là. Je voulais d'abord Je l'ai rappeler à enfoncé. Il est dans les tous cordes, les là, déjà. auditeurs Il est dans et les à cordes. tous les téléspectateurs de Radio Foot International que Mo Salah n'a jamais été un jeune de Chelsea. Mourinho est parti plutôt le chercher. Il était en Suisse. Donc, il faut savoir que c'est Mourinho qui le ramène. Donc, il n'était pas à Chelsea. Parlons des jeunes parce que d'aujourd'hui. d'abord, il a dit ça. Il a dit, voilà les jeunes que Mourinho a broyés. Voilà. Deuxième des choses, quand vous parlez de la politique qui réussit, attendez, Mourinho, à l'époque, il vous disait que ces jeunes-là, par exemple, Loftus-Cheek, qu'on nous présentait comme étant un terrible joueur, mais où est-ce qu'il est parti? Quand vous êtes venu avec Djilabodji, il était jeune, on nous a dit seul au futur. Où est-il parti? Quand vous prenez par exemple quelqu'un qui avait le nom d'un président américain, mais qui était brésilien, qu'on appelait Kennedy, on disait que c'est lui le futur Messi. Qu'est-il devenu? Kennedy, Monsieur le futur Xavier... Messi. Oui, Non. attendez. Là, Rémi Ngono s'est trompé de ligne dans ses statistiques. Il n'a pas, d'ailleurs. Quand tu parles, non, laisse mais tu dis parler. n'importe quoi. Donc, pour te dire aujourd'hui que toi-même, tu as dit que de tous ces jeunes qui ont été bradés par Chelsea, combien figurent dans l'équipe actuellement d'Angleterre? S'ils étaient aussi meilleurs que ça, ils seraient dans les grands clubs. Et il y a un proverbe africain qui dit « Tous les poussins ne deviennent pas de bons coqs ». Kevin De Bruyne, il était à Chelsea. Et alors, eh ben, ils l'ont viré. mais je veux te dire qu'il a tout été au Barça. Pep Guardiola l'a chassé. Il est parti remporter une Ligue des Champions. Ils l'ont recruté alors qu'il était déjà un joueur confirmé. Vous n'allez pas me prendre toujours Kevin De Bruyne. C'est incroyable.
C'est incroyable que Rémi Ngono soit encore là pour défendre José Mourinho, dont la politique s'est révélée catastrophique pour Chelsea. Qui est au chômage. Et José Mourinho, il était où cette semaine de Ligue des Champions? Il était où? Tu peux me citer qui a gagné arrête de mener des combats d'arrière-garde. Quelqu'un gagne la première ligue et tu dis qu'il a été catastrophique depuis José Mourinho et Conte. Arrête de Qui mener peut des encore combats gagner avec Chelsea? d'arrière-garde. Ah bon, On arrête, Rémi, s'il vous plaît. Alejandro Valente, sur ce débat ardu au sujet des jeunes, qu'est-ce que vous diriez sur Chelsea? Alors, moi, je dirais que j'aurais très envie qu'il fasse quelque chose, mais malheureusement, comme on l'a dit, c'est le début d'un nouveau processus. Et je pense qu'un Liverpool revanchard, après son voyage pas très réussi à Naples, risque d'être un adversaire Leur infliger redoutable. une deuxième défaite en moins d'une semaine sur leur pelouse? On va voir, j'espère que non, mais c'est toujours l'option la plus probable. Vous savez, Liverpool vise avant tout la Première Ligue, donc le fait d'avoir perdu à Naples ne va pas leur dévier d'un pouce de leur objectif principal. Et le fait d'avoir 5 points d'avance sur Manchester City peut aussi les doper. Absolument, absolument. Et Chelsea, évidemment, ne joue pas encore dans la même catégorie. Je pense que Chelsea, on l'a dit plusieurs fois, son objectif est de finir dans les top 4 du championnat anglais. Plutôt vers la 4e place. Plutôt vers la 4e place. C'est une place qu'ils vont disputer à Arsenal et éventuellement à Manchester United. Ouais. Donc, il faut éviter de perdre le plus de points possible. Mais Lampard n'est pas dans une stratégie très calculatrice. Donc, ça va être compliqué face à Liverpool. On verra ça, donc, ça sera en Première Ligue au cours du week-end. Il y a aussi un rendez-vous important et celui-là, ce sera en Espagne. Un match plein de symboles puisque ce sera Séville-Madrid après une nuit noire. La verdad, es increíble con la facilidad que está entrando el Paris Saint-Germain. ¡Gol! ¡3-0! Te dije que faltaba un gol. No sé si era el tercero o el primero, pero faltaba un gol. Incroyable la facilité avec laquelle Madrid a encaissé les buts, disait le confrère espagnol. Alors c'est vrai que ce match, outre le fait que on a un club qui est actuellement en tête de cette Liga, il n'y a eu que 4 journées, c'est le FC Séville. L'autre, on le sait, est en proie au doute depuis ce revers au Parc des Princes. Zinedine Zidane est très critiqué à la tête des Merengues et se retrouve en plus, pour la petite histoire, face à Julen Lopetegui, éphémère entraîneur du Real et prédécesseur de Zizou sur le banc. Alors la sévère défaite du Real à Séville l'an dernier, c'était déjà 3-0 comme nous rappelait Pierre Chaperon. Aujourd'hui a sonné la presque fin de Lopetegui au Real Madrid. Il avait été viré quelques semaines plus tard. La presse a parlé cette semaine d'un Real de cristal dont le prestige ne suffit plus à impressionner l'adversaire pour remporter les matchs. Zizou en ligne de mire à la une de Marca aujourd'hui. Le Real et Zidane sont-ils en danger à Séville, Alejandro ? Oui. Certainement. Surtout Zidane, parce qu'aujourd'hui, on voit très clairement que depuis la direction du Real Madrid, on dévie un petit peu les tirs qui pouvaient atteindre Florentino Pérez, le président, vers Zidane, qui de plus en plus apparaît comme quelqu'un qui ne fait pas le travail qu'on attendait de lui, à savoir reconstruire une équipe capable de gagner tous les titres. Zinedine Zidane avait réussi des très belles performances au Real Madrid, mais avec une équipe qui était déjà constituée à l'époque par Carlo Ancelotti. Et aujourd'hui, José Mourinho. non. Et aujourd'hui, c'est vieux Mourinho. Et aujourd'hui, cette équipe du Real se retrouve dans sa cul-de-sac. Et aujourd'hui, les supporters se posent de plus en plus la question de savoir si Zidane sera capable de sortir l'équipe de cette situation ou s'il va falloir trouver une autre solution. Alors, ce match à Séville n'est pas un match qui peut mettre en danger tout de suite directement Zinedine Zidane, mais qui peut aggraver un peu le fossé qui existe avec les supporters qui comprennent de moins en moins sa politique. Rémi, ce Real Madrid qu'on a vu sombrer face au Paris Saint-Germain mercredi soir, même si on sait que c'était une équipe amoindrie, qui est sans quand même certains de ses éléments importants, et je pense au capitaine Sergio Ramos, est-ce que cette équipe est en danger pour vous à Séville ?
terriblement en danger. Et puis tout de suite là, il y a mon cher confrère qui est en train de vouloir absolument me dire que c'est le contraire, que c'est Carlo Ancelotti qui est venu bâtir cette équipe. Non, je devrais dire que c'est une équipe très vieille. Et il faut le savoir. Oui, parce en 2013, elle aurait pu être alignée, c'est ce qu'on c'est-à-dire disait. qu'en 2012, quand vous regardez l'ossature de cette équipe-là, c'est José Mourinho. C'est lui d'ailleurs, parce qu'à cette époque-là, il faut savoir que quand José Mourinho arrive, justement, le Real ne franchissait pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est quand il arrive que le Real va jusqu'en demi-finale et tout, et tout, et tout. Donc, il va bâtir cette équipe-là. C'était surtout un Real qui avait Cristiano Ronaldo, voilà, Rémi. Justement. Et il y a 2 joueurs seulement qui ont eu à partir. Mais C'est-à-dire que équipe-là... quand vous enlevez Di Maria qui est parti aux îles, c'est presque la même équipe. Donc, Zinedine Zidane est venu juste parce que Carlo Ancelotti a continué avec la même équipe. Il a remporté la d'aujourd'hui, la deuxième étape, Zidane. C'est pour vous dire que c'est trop loin pour des joueurs déjà usés, pour des joueurs fatigués, pour des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas d'impact physique. Vous avez pu constater que au niveau de Paris, d'ailleurs Zinedine Zidane le dit, ils ont été bouffés physiquement. Donc, à partir de cet instant-là, on se rend compte que lorsque vous n'avez pas d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se blessent régulièrement aujourd'hui, parce que c'est pratiquement déjà des joueurs qui sont arrivés à leur période d'utilité. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Zinedine Zidane a recruté. Sauf que ceux qu'il a recrutés ne sont pas alignés. Quand vous mettez, par exemple, pour un latéral... n'est pas aligné. Ah oui, mais quand vous prenez Rodrigo, bon, peut-être qu'il a joué parce que Ramos était blessé, mais fallait-il absolument... Rodrigo, c'est un attaquant. Militao, voilà. Non, mais c'est pas lui qui l'a recruté. Rodrigo. Il avait été recruté avant l'arrivée de Zidane. Mais attendez, donc à une certaine période, il voulait le milieu de terrain. Mais alors contre Séville. Les milieux de terrain qu'il fallait, sans l'ombre d'un doute, c'était peut-être des gens qui étaient les Van de Beek, qui étaient libres, mais il a voulu Pogba. Maintenant, contre Séville, Séville a quand même bien recruté. Même s'ils n'ont utilisé que 158 millions, mais ils se sont terriblement bien renforcés, contrairement au Real où, quand vous regardez l'équipe sur le terrain, vous allez voir exactement les mêmes joueurs. Donc ils vont perdre. Ils ont pris notamment Reguilón, qui était un joueur très prometteur, que Solari, qui avait été entre Lopetegui et Zidane, entraîneur, et qui avait fait un travail de reconstruction que Zidane ensuite a renié. Et Guillaume est très très bon. Et là, avec Séville, mais c'est sûr que Séville. Mais il était même très bon avec le Real. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que Zidane est exposé maintenant, et ça date d'ailleurs pas de cette défaite à Paris. Déjà au mois de juin. Déjà à la fin août, il y avait déjà dans la presse espagnole, et j'ai passé quelques jours en Espagne. Regardez, et pas seulement dans Marca, mais également dans le AS, ceux qui ont Facebook Live peuvent voir, le facteur Dupont est en doute et est en discussion. Le facteur Dupont, c'est Grégory Dupont, c'est le préparateur physique français que Zidane a fait venir au Real Madrid pour remplacer Antonio Pintus, l'Italien, qui est reparti. Et donc, ils ont remarqué que là, en 47 jours, il y a eu 9 blessures au Real et 6 blessures musculaires. Donc, les observateurs estiment que c'est lié à la préparation physique. Et le préparateur physique, c'est un choix de Zidane. C'est un Français et c'est un choix de Zidane. Donc forcément, Zidane se retrouve effectivement... Sur plusieurs plans se retrouve mis en cause. Voilà, parce que effectivement, Florentino Pérez lui a laissé carte blanche, il lui a laissé choisir ses collaborateurs, constituer son staff, et à l'arrivée, on se demande si effectivement, il n'y a pas eu des erreurs. Donc du coup, aujourd'hui, effectivement, Zidane est extrêmement exposé. Et le match à Séville, alors, il ne va pas être viré après. Pourquoi ? Parce que Florentino Pérez est un fin politique. Souvenez-vous ce qui s'était passé l'année dernière avec Lopetegui. Il avait attendu le bout du bout, c'est-à-dire la défaite à Barcelone pour le virer. Voilà. Là, il se trouve que quand vous regardez le calendrier, il va y avoir un classico bientôt. Il y a aussi Atlético. Il y a l'Atlético à la fin du mois. Donc du coup, ça veut dire... 5 matchs en 13 jours. Et il y a un classico aussi d'ici peu. À la fin du mois d'octobre. À la fin octobre, il y a un peu de temps. Mais donc ça veut dire qu'il y a des rendez-vous qui arrivent et il faut le laisser encore un peu travailler. Il faut encore lui laisser sa chance. Un petit mot, Philippe Doucet, sur cette équipe du Real et surtout Séville, finalement, qui est un peu la surprise du début de championnat en Espagne. Oui, comme l'an dernier d'ailleurs. Ils avaient très très bien débuté l'an dernier. Ils devaient être en tête un peu dans les mêmes... Peut-être un petit peu plus loin, mais je pense que début octobre, ils étaient encore en tête. Donc c'est quand même une équipe... c'est toujours une équipe intéressante. On sait tous qu'ils n'iront pas au bout. Je ne pense pas qu'ils soient champions. J'ai peur, malheureusement, que les périodes où le Valence de Benitez ou des équipes de ce niveau-là pouvaient arriver à être championnes devant le Real ou le Barça. Aujourd'hui, c'est devenu impossible parce que les écarts budgétaires sont devenus tels
que même en faisant beaucoup d'erreurs, je pense que le Real sera devant Séville à la fin de la saison. Et peut-être pas tout de suite, mais Séville a à pris la fin de la notamment saison. Chicharito, un ancien attaquant du Real, qui aura envie de se montrer. Bon, il y aura toujours des limites à un moment qui feront que le Real reviendra, mais enfin, en tout cas sur Séville, oui, ça c'est un moindre mal. Mais c'est vrai qu'on peut être très inquiet sur le Real. Ce qu'on a vu au parc était une véritable bouillie. C'était une équipe, surtout avec un état d'esprit très douteux. Une équipe qui a renoncé dès la mi-temps, qui a estimé à la mi-temps que le match était perdu, donc qui n'a pas joué la deuxième mi-temps, ce qui est quand même mauvais signe. Non, mais c'est mauvais signe. Bah oui. La formule le permet. On n'est pas inquiet du tout. Le Real, dans 2 matchs, le Real sera quasiment qualifié. Ils auront 4-5 points d'avance sur Bruges. Là, il y aura Sergio Ramos, c'est quand même oui, important. mais même avec une demi-équipe, Bruges et Galatasaray, il y a des tels écarts aujourd'hui avec le football. Et je pense que le Real, les joueurs, ils l'ont en tête. Ils savent que Bruges et Galatasaray ont fait match nul avant le match. Ils se disent, bon, en gros, qu'est-ce qui peut nous arriver? Et malheureusement, je trouve que ça s'est retrouvé sur le terrain avec une équipe qui n'a absolument rien montré, qui n'était pas du tout dans l'état d'esprit d'un match de ce niveau-là. Ils se sont dit la même chose de l'Ajax l'année dernière. Oui, non, mais l'Ajax, ils n'ont pas fait exprès. Là, je ne dis pas qu'ils ont fait exprès là, mais ils ont renoncé très clairement en deuxième période en disant, bon, de toute façon, c'est qu'un match de poule, c'est pas grave. Ce qui, quand même, dénote pour une équipe de haut niveau un sacré manque. Donc vous étiez donc dans leur tête qu'ils ont dit on ne joue pas. Non, ils ont été incapables. Soyons sérieux. Ils ont été dominés. C'est pas une question de sérieux, c'est une question d'analyse. Ils ont été dominés. Ils sont venus pour essayer de remonter, sauf que c'est une équipe désorganisée. Non, en deuxième période, ils n'ont même pas essayé. Moi, je dis qu'ils n'ont même pas essayé. Ils n'ont même pas fait les efforts minimum qu'une équipe de ce niveau-là doit faire. Quand une équipe fait aussi peu d'efforts que le Real a fait en deuxième période, le match était perdu, soit. Et ils n'auraient pas remonté, même en essayant, ils n'auraient pas remonté. Mais qu'ils ne jouent pas me paraît très inquiétant sur l'état d'esprit qui règne dans cette équipe et dans ce club en général, parce que tout le monde va tout mettre sur Zidane, bien évidemment, mais on sait très bien qu'aucun entraîneur depuis 50 ans au Real n'a jamais fait le recrutement. Et même cette année, et n'a jamais je pense que Zidane n'a pas eu 100% de la main sur le recrutement, c'est évident. Il ne travaille pas sur le temps. En tout cas, Rendez-vous dimanche soir à Séville pour voir ce qui se passera pour le Real Madrid et pour ces deux équipes. À la même heure, en Ligue 1, il y aura le choc de cette 6e journée qui est attendue dimanche soir. Ce sera à Lyon et c'est Lyon PSG. L'OL invaincu sur sa pelouse depuis 2 ans face aux Parisiens, qui se dit prêt à sortir les griffes, mais cette équipe peut-elle encore sortir les griffes? On ne les a pas vus en Ligue des Champions évidemment cette semaine, mais ni lors des 3 dernières journées de championnat. Est-ce que les joueurs se sont adaptés finalement à la méthode du nouvel entraîneur brésilien, Silvinho? Lucas Touzard, qui parlait juste après le nul arraché à Amiens. On est encore en période d'adaptation par rapport au nouveau coach et ce qu'il nous demande, même si les principes sont au jour le jour à chaque entraînement préparés et on se prépare au mieux pour chaque match qui arrive. Et donc le début de saison, voilà, pour les changements qu'il y a eu cet été, je pense qu'il est plutôt bon. Après, on sait que c'est des erreurs et on ne devra pas les refaire par la suite. Alors là, dans cette équipe, Xavier Barré, on a un Olympique Lyonnais où, là aussi, on a des questions autour de l'entraîneur qui est Silvinho. Oui, forcément, il n'a pas du tout d'expérience et il n'a jamais joué en France. Quand Juninho, lui, a une énorme expérience de joueur en France. Lui, il jouait au Barça. Il débarque. Silvinho, oui, il a joué en Angleterre, il a joué en Espagne, mais il n'a pas joué en France. Et ce que disent souvent ceux qui découvrent le championnat de France, c'est qu'il y a un impact physique énorme, considérable. Et donc, le football technique qu'on peut jouer en Espagne, c'est plus compliqué de le pratiquer en France. Donc, est-ce qu'il a bien compris toute cette dimension ? On pouvait penser que oui, après les 2 premiers très bons résultats en championnat, à Monaco et contre Angers, je crois. Et puis, depuis, il y a peut-être eu un excès de confiance. Il y a peut-être eu on a beaucoup dit, ça y est, Lyon est déjà lancé, c'est le rival du PSG. Il y a peut-être eu une forme de suffisance, de décompression. Et derrière, ils enchaînent les résultats nuls et décevants, il faut bien le dire. Donc, on retrouve un peu le Lyon de la saison dernière, qui est inconstant. Et s'ils veulent challenger vraiment le PSG jusqu'au bout, ils vont devoir effectivement être beaucoup plus rigoureux. Et pour le moment,
moment, mais on est un peu dans l'expectative. Et là, je pense que sur ce qu'on a vu du PSG contre le Real Madrid et ce qu'on a vu de Lyon la veille face au Zénith, il n'y a pas match. Le PSG est largement devant. Alejandro, justement, ils sont invaincus face au PSG sur leur pelouse. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir? C'est un peu la question pour dimanche soir. Ça va être compliqué parce qu'il y a une équipe qui est en plein doute, qui est quand même l'équipe lyonnaise, qui encaisse trop de buts, qui a une certaine instabilité, et puis un PSG qui s'est complètement relancé mercredi contre le Real, qui en plus verra Neymar revenir sans doute dans des conditions mais dans des conditions un peu plus favorables, loin du Parc des Princes, et peut-être dans une équipe qui va probablement mieux l'accueillir qu'elle ne l'avait fait la semaine dernière. Donc je pense que pour Lyon, ça va être bien compliqué. Rémi, le PSG, il a été flamboyant en Ligue des Champions. On connaît un peu les rouages de cette équipe. En championnat, ils étaient moins séduisants l'autre jour face à Strasbourg, même avec Neymar. Ah oui, mais le PSG, il faut aussi savoir que c'est intermittent de spectacle. Parce que Lyon aussi, je crois. Ah oui, intermittent. Parce que, ils aiment certains matchs. On sait très bien que même, comme d'ailleurs beaucoup sont en train de chanter, c'était flamboyant, mais c'était contre un Real faible. On avait vu ça contre Manchester United. On avait dit PSG, oh là là, c'est déjà très très bon. Et après, ça a rechuté. Mais sauf que cette fois-ci, se retrouve devant un Lyon qui est totalement édenté, un Lyon qui, chaque choix, on enlève ses crocs et qui, finalement, ne peut plus attraper même des mouches. Donc, aujourd'hui, lorsque vous enlevez Fekir, vous enlevez tel, et chaque année, on dit non, Lyon va revenir parce qu'on est en train de prendre dans le centre de formation. Ce n'est plus l'époque de Lacombe où on pouvait avoir des talents. Ce n'est plus l'époque de Benzema. Aujourd'hui, c'est une équipe très très moyenne et qui ne peut plus être véritablement un adversaire pour le Paris Saint-Germain. Donc pour nous faisons semblant qu'il y aura match, mais il y a un proverbe africain qui dit que n'aie pas peur du crapaud, il ouvre la bouche mais ne mord jamais. On fait semblant, Philippe, on va le regarder quand même ce match. C'est le point d'orgue de la Ligue 1. Là. Non, mais le bonheur du football, c'est de créer un feuilleton. Et pour qu'il y ait un feuilleton, il faut régulièrement et il y a des épisodes savoureux avec des matchs qui font rêver, où on se dit est-ce qu'un tel peut se relancer ou pas, etc. etc. Et évidemment, ce début de saison, de ce point de vue-là, était très prometteur en France, puisque le Paris Saint-Germain a chuté dès la deuxième journée, que Lyon paraissait bien, et que Lille hein. paraissait confirmé, que Nice était pas mal, que Rennes venait. Donc on se disait, tiens, ça peut être intéressant pendant un bout de temps. Ce qu'on peut craindre, c'est que ce match signe la fin de la récréation et que ce match signifie d'ores et déjà que le Paris Saint-Germain va se trimballer cette année. On ne le souhaite pas, on souhaite tous, enfin on souhaite pour Paris éventuellement, mais qu'il y a une émulation. Je pense que pour l'intérêt du championnat et de la compétition, et même pour l'intérêt des Parisiens, il faut rester concentré sur la compétition. On espère évidemment que ce ne sera pas le cas. On espère que Lyon fera ce qu'ils ont fait parfois contre le Paris Saint-Germain, un match étonnant à un moment où il n'était pas forcément au mieux. On peut l'espérer. L'état d'esprit fait beaucoup dans le football. On l'a vu ce mercredi où on avait l'impression que le Paris Saint-Germain affrontait une équipe qui était 2 divisions en dessous. Évidemment, le match retour peut donner une toute autre vérité. Sans doute. C'est ce qui s'était passé par exemple quand le PSG avait joué le Bayern. Au match retour, on avait l'impression que c'était l'inverse. Donc l'état d'esprit fait énormément. Ça dépendra, l'intérêt du match en tout cas dépendra beaucoup de l'état d'esprit des Lyonnais qui ont été d'une passivité étonnante contre le Zénith. À signaler aussi dans le calcio, championnat italien, un gros rendez-vous samedi soir qui fleure un peu le bon temps passé et on verra ça samedi soir. C'est donc le derby de Milan-Inter au stade de San Siro. On continue. Et voilà le but de la victoire définitive. Il est signé Rai. Le PSG s'impose logiquement face à Bastia. La première finale de la Coupe de la Ligue de l'histoire. Voilà la victoire du PSG 2-0 face au Sporting Club de Bastia. C'était il y a quelques années, 1995, exactement. La Coupe de la Ligue, la première finale et le Paris Saint-Germain qui allait gagner le premier de ses 8 trophées dans cette compétition. C'est lui qui détient le record. Eh bien, ce joli trophée modernisé, très doré, et cette 26e compétition seront désormais remisés. Dernière édition cette année, clap de fin. La Coupe de la Ligue avait été créée par donc la Ligue française de football et au bout de 25 éditions, eh bien, la voilà terminée.
Ça ne manquera pas véritablement aux joueurs apparemment, et c'est ce que dit en tout cas le Marseillais Morgan Sanson. Entre la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, il n'y a pas photo. C'est clair que ça enlève une coupe, donc forcément, si on sort au premier tour de Coupe de France, il y aura moins de matchs. En plus, il y a une place européenne qui se libère, non ? C'est ça, du coup ? Donc bon, ça fait... en gros, c'est pas grave si elle n'est plus là. Alors c'est intéressant d'écouter les joueurs parce qu'eux, ils comptent en nombre de matchs, évidemment, une saison. Xavier Barré, on remise la Coupe de la Ligue. Faute de succès, faute d'intérêt ou faute d'argent ? Faute d'argent d'abord. Faute d'argent d'abord. Il y avait plus de diffuseurs. Oui, c'est ça. Donc on sait qu'aujourd'hui, une compétition sans droit télé, c'est pratiquement une compétition qui est morte. Parce que surtout quand dans le calendrier, elle est située en milieu de semaine, elle se déroule dans des stades vides. Donc, ce n'est pas les recettes guichets qui vont compenser le manque à gagner de l'absence de droit télé. Donc, il fallait... D'ailleurs, elle avait été créée un peu pour ça à l'origine. C'est parce qu'il y avait une demande, il y avait un marché dynamique sur les droits télé. On voyait sur le service public. Voilà, donc ça permettait effectivement pour la Ligue de gagner et les clubs de gagner un peu plus d'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'intérêt à la disputer. Déjà, il y avait un intérêt sportif limité parce que souvent, les clubs, et notamment les gros clubs, alignaient, entre guillemets, leur équipe réserve pour économiser leurs titulaires pour le championnat ou les coupes européennes. Et donc, du coup, on se retrouvait avec une compétition un peu dévalorisée, mais il y avait encore un intérêt sportif, c'était la qualification pour l'Europa League, pour le vainqueur. Ces dernières années, comme le PSG l'a gagné presque chaque année, déjà, l'intérêt pour les clubs participants de décrocher une place européenne était limité. Par bonheur, Strasbourg en a bénéficié cette saison. Si le PSG joue le jeu cette année, ce sera probablement le dernier club à s'être qualifié hors PSG via la Coupe de la Ligue. Mais c'est vrai que la logique, elle est d'abord économique. À partir du moment où il n'y a plus d'argent pour intéresser les clubs, elle n'a plus de raison d'être. Rémi, cette Coupe de la Ligue, vous la trouviez intéressante ? Vous déplorez sa disparition ou pas ? Je déplore parce que il faut quand même dire que lorsque vous voyez les autres championnats et que ça se joue et que les joueurs ne se plaignent jamais, je crois que c'est une erreur de marketing. Parce qu'à une certaine période, lorsqu'on dit que les Anglais revalorisent leur championnat et revalorisent leur football, tout comme les Italiens, tout comme tout comme les Espagnols, tout comme d'ailleurs les Portugais, en France, on tend plutôt à diminuer de plus en plus des compétitions, de telle sorte que même la Ligue Europa, à une certaine période, les gens disaient ici et continuent à leur dire « Mais pourquoi jouer ça ? Oh, ça ne sert à rien, ça prend beaucoup d'argent, ça n'a aucun intérêt. » et tout et tout. Moi, je crois quand même qu'à une certaine période, on ne va pas seulement attendre le week-end pour voir du football. Bien au contraire, il faudrait quand même que les joueurs professionnels, parce qu'on me dit qu'on économise d'autres pour jouer au championnat. Mais attendez, la France a combien de représentants en Ligue des Champions ? Donc s'il faudrait attendre rien que le week-end pour le championnat, mais ça ne sert à rien d'avoir des joueurs professionnels qui ne peuvent jouer que tous les 6 jours. Donc pour moi, je trouve que c'est de la paresse au niveau d'ici, et je trouve que au niveau des responsables, même eux-mêmes, sur le plan du marketing, n'ont pas pu travailler comme les Anglais. Bravo Rémi. On n'est pas en Angleterre. Bravo Rémi, moi je suis content. Je suis content d'entendre ça. Je suis agréablement surpris. Je n'étais pas sûr de la position de Rémi. On n'est jamais sûr d'ailleurs de la position de Rémi. Quand il commence, on ne sait jamais où il va aller. Et là, je suis heureux de la logique qu'il a développée. Je trouve qu'on fait une erreur de fond. Parce que cette théorie des trop de matchs que nous infligent des journalistes, des fans, parce qu'ils entendent toutes ces conneries, des dirigeants de clubs, etc. Est-ce que vous entendez les préparateurs physiques sur ce débat-là ? C'est-à-dire, il y a trop de matchs, vous êtes sûr qu'il y a trop de matchs ? On va les interviewer. Vous êtes sûr que Strasbourg joue trop de matchs, que Guingamp joue trop de matchs ? Vous en êtes certain, ça ? Oui, et quand on va passer à 18, parce que ça va venir très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et quand on passera après à 16, parce que la pression des grands clubs fera que les championnats diminueront et autres, et qu'on recréera la Coupe de la Ligue, on nous expliquera quoi au niveau visionnaire de nos dirigeants, qui est tellement visionnaire qu'ils vont supprimer une Coupe de la Ligue qu'ils vont réinstaller dans 7-8 ans, en disant « bah oui, non mais maintenant c'est nécessaire ». Bon. En attendant, les gens en semaine, comme le dit Rémi de façon sous-jacente, en semaine, regarderont avec grand plaisir les matchs anglais, les matchs espagnols, les matchs italiens, puisqu'il y aura des dates libres, qu'ils pourront regarder des matchs étrangers et ne regarderont plus les équipes françaises. Bravo à eux. La Coupe de France, c'est peut-être une possibilité pour la Coupe de France de rebondir. Bien sûr, et je pense de passer en match aller-retour. Et je pense que la Coupe de la Ligue, d'ailleurs, à part les Anglais, qui organise une Coupe de la Ligue aujourd'hui dans les grands championnats ? Personne. Je pense que les Écossais.
Oui, mais je pense que ça va permettre surtout aux spectateurs qui seraient à manque d'images, ce qui m'étonnerait, parce que quand même, il y a une offre énorme de regarder aussi le foot féminin peut-être, ou d'autres sports qui sont moins médiatisés, pourquoi pas. Mais moi, je suis surpris quand même des propos de Philippe Doucet, parce que quand il dit oui, les gens sont privés, mais tu as vu les stades, les soirs de matchs de Coupe de la Ligue ? Il n'y a personne. Les stades sont déserts. Moi, j'avais proposé une nouvelle formule qui a été discutée d'ailleurs par les dirigeants, qui était une formule régionale, de manière à ce qu'il y ait énormément de derby dès les premiers tours pour intéresser, parce que le problème de cette compétition, c'était les premiers tours. Mais ce n'est pas parce que les gens méprisent... Mais ils méprisent aussi un Nîmes-Toulouse en championnat, les gens, à part les Nîmois. C'est un espèce de mépris, de classe en disant « Oh non, mais en dessous de la Ligue des Champions, vous n'avez aucun intérêt. » La Coupe de France, mais la Coupe de France a une vraie âme. Est-ce qu'il ne faut pas la revaloriser? Mais bien sûr, la Coupe de France n'a pas perdu en valorisation, je ne pense pas. Elle a été revalorisée justement avec la concurrence de la Coupe de la Ligue. Et la Fédération française de football, à l'époque, dans les années 90, quand il y a eu la création de la Coupe de la Ligue, pour défendre la Coupe de France, effectivement, elle a revalorisé les dotations de façon à ce que les clubs professionnels ne la méprisent pas. La formule, Philippe aussi avait posé un problème, parce que quand on a les clubs de Première Ligue qui arrivent, finalement, c'est pratiquement toujours eux qui squattent la finale et qui se retrouvent à gagner le trophée. Oui, mais c'est aussi un petit peu son intérêt. C'est ce qui est différent peut-être avec la Coupe de France. Non, mais c'est la grande différence avec la Coupe de France. Mais la Coupe de France a son utilité et on ne s'intéresse qu'aux petits poussets jusqu'en 8e de finale et c'est formidable. C'est très très bien. 8e, voire parfois quart, quand il y en a un qui va plus loin. Et c'est très bien. L'utilité de la Coupe de la Ligue, elle n'était pas là. L'utilité de la Coupe de la Ligue, c'était quand même d'avoir des gros matchs. À l'arrivée, des gros matchs entre les gros, effectivement. Juste pour ajouter pour Xavier. C'était une autre utilité. Toi qui disais que la Ligue des Nations ne valait rien, on a vu comment les matchs étaient pleins. Oui, mais attendez. Ne me fais pas. Demande-moi ce que j'ai dit, je le sais mieux que toi. J'ai jamais dit ça. L'UEFA est revenu ajouter une nouvelle compétition. Vous voyez ? Oui, ils ont ajouté une nouvelle compétition. Oui. Maintenant, ils sont en train de réorganiser le mondial des clubs au lieu de le supprimer. Ça, c'est la FIFA, c'est pas l'UEFA, c'est la FIFA. La Super Coupe. En Espagne, on ajoute maintenant des matchs. Non. Mais en France, dans la paresse à outrance, on dit enlevement. Après les 36 heures, ça sera 33 heures de travail. Après 24 heures. Et les joueurs maintenant, ils veulent 6 heures par mois. Mais Rémi Ngono, pourquoi est-ce que les Espagnols réorganisent leur Super Coupe? Pour la vendre à plus cher à l'étranger. Et pourquoi vous ne pouvez pas l'organiser? Pourquoi? Voilà. Mais c'est ce monsieur non C'est pas seulement de vendre les images, c'est d'amener la compétition à l'étranger. Bien sûr, c'est de vendre. Voilà. Le problème de la Coupe de la Ligue, c'est que pendant 25 ans, même si elle a été soutenue, il faut bien le dire, par la Ligue, qui l'a soutenue tant qu'elle a pu, et malgré les droits télé qui ne progressaient pas, eh bien, elle n'a pas trouvé sa place. Parce que c'est une compétition avec effectivement un format bizarre. D'abord rentre les clubs de Ligue 2, après les clubs de Ligue 1 qui sont pas européens, ensuite les clubs de Ligue 1, puis ensuite on fait vite les demi-finales comme ça. Donc c'est une compétition qui est pas très visible, et qui a pas réussi à trouver sa légitimité. Je regrette juste une chose, c'est qu'on a très vite dit qu'elle allait sauter et que les chaînes de télé n'en voulaient pas, ce qui est pas 25 ans quand même, tout à fait vrai que ça. C'est pas tout à fait vrai, pas aussi vrai. Non mais là je parle de la négo là actuelle où on dit il y a un manque d'argent, c'est logique de l'arrêter. Il n'y a pas eu de candidats. Il y a eu un appel d'offres. Pourquoi il n'y a pas de candidat? Quand le premier club français dit moi la Coupe de la Ligue j'en ai marre, je veux plus qu'elle ait lieu, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, tout d'un coup tous les diffuseurs se disent oh là, si le Paris Saint-Germain en veut pas, ça sent mauvais. Je bide pas, enfin je bide, bider je ne candidate pas, voilà. Excusez-moi pour cet anglicisme, à deux balles. Pardon. Et voilà, moi je regrette que je ne trouve pas que les vraies raisons ont été avancées. Je trouve que une succession de faux débats, dont celui bien sûr du nombre de matchs, qui est servi, cette soupe est servie par des tas de gens, sauf les préparateurs physiques. C'est dommage qu'on les entende pas, c'est les seuls qui pourraient parler. Bon, mettons fin pour l'instant à ce débat qui a toutes les chances de continuer à Radio Foot et ailleurs. Sahar was only 29 years old. She dressed like a boy to sneak into a stadium in Iran. Son suicide résonne comme une ultime forme de protestation. La jeune iranienne, Sahar, 29 ans, s'est donné la mort pour dénoncer les inégalités entre les hommes et les femmes en République islamique.
Nous vous avions raconté cette histoire la semaine dernière sur notre page Facebook, cette jeune femme donc iranienne de 29 ans qui avait tenté d'encourager son équipe Estiglal, le FC de Téhéran, en se déguisant en homme, repérée, arrêtée. Elle s'est immolée au moment où elle aurait dû être jugée et son suicide a eu une énorme résonance sur les réseaux sociaux sous le hashtag #BlueGirl, bleu comme la couleur du club qui d'ailleurs s'est ému de cette histoire et avait respecté une minute de silence à sa mémoire. Alors depuis Alejandro, la FIFA a essayé elle s'en est mêlée. Gianni Infantino a sans doute pensé que c'était intéressant comme histoire et il essaye de faire pression sur l'Iran, sur la fédération et sur les autorités, alors que les ayatollahs interdisent l'entrée des femmes dans les stades depuis 1979. Il faut lui reconnaître qu'il avait déjà mis la pression bien avant sur les autorités iraniennes. Et là, effectivement, il a sorti un communiqué, il a envoyé une délégation à Téhéran pour essayer de pousser les autorités iraniennes à prendre enfin des mesures qui permettent aux femmes d'assister aux matchs de football si elles le souhaitent. Au moins ceux de la FIFA. Au moins ceux de la FIFA. Il y a un rendez-vous à la mi-octobre contre le Cambodge. Vraisemblablement, d'après ce qu'on entend, les autorités iraniennes vont s'arranger au moins pour qu'il y ait quelques femmes, sans doute dans un virage bien isolé, pour répondre aux exigences de la FIFA. Cela dit, cette affaire a le mérite de mettre en avant le fait que l'Iran est aujourd'hui le seul pays qui interdit totalement aux femmes d'assister aux matchs de football dans un stade, ce qui est quand même assez incroyable. Un grand pays, parce qu'il y a des petits pays du Moyen-Orient où c'est pas très conseillé non plus. Non, oui, en Arabie Saoudite notamment. Ouais, hein. Alors l'Arabie Saoudite, c'est sous condition. Il faut que les femmes soient accompagnées et c'est tout récent. Hein, c'est depuis l'année dernière. Et elles voilà. Vont pas beaucoup, ça on le sait. Et il y a d'autres pays du Golfe, on n'en voit pas beaucoup dans les stades des femmes. L'Iran avait déjà fait une ouverture l'année dernière avant la Coupe du Monde pour des raisons éminemment politiques. Mais ce que j'ai trouvé intéressant moi dans cette dramatique affaire, c'est la réaction du capitaine de Team Melli, la sélection iranienne, qui est Massoud Shoadjeh, qui sur les réseaux sociaux, sur son Instagram, a mis un mot à l'attention de cette jeune femme, Sahar Kodayari, qui avait quand même 29 ans. Il a mis un mot, alors que moi je me souviens, à la Coupe du Monde 98, je suivais l'Iran pour France Football, il y avait eu toute une polémique et les joueurs iraniens, en tout cas un joueur iranien, c'était Koadadad Azizi à l'époque, qui était venu en conférence de presse pour dénoncer la diffusion à la télévision française du film Jamais sans ma fille sur une chaîne de télé grand public avant la Coupe du Monde, soi-disant que ça donnait une mauvaise image de l'Iran. Et là, vous voyez, de lui-même, le capitaine de la sélection iranienne qui a joué en Espagne, qui a joué à Osasuna, à Las Palmas, qui a joué en Grèce, donc prend fait et cause pour cette jeune femme. On peut espérer donc que les choses changent en Iran. On y reviendra, Rémi, parce que allez-y, mais court. Parce que sinon, vous n'aurez pas le temps de donner votre carton. Non, bon, je crois que c'est de l'hypocrisie parce que tout un chacun connaît que ces pays ont des traditions et même quand on demande d'aller organiser certaines compétitions, il faut respecter parfois certaines traditions parce que, par exemple, quand vous partez avec une Coupe du Monde au Qatar, vous savez effectivement ce que ça veut dire. Donc, il faut ce qu'on appelle un cahier des charges. Si un pays ne peut pas respecter ce cahier de charges-là, vous dites, vous ne donnez pas ou bien ce pays-là ne fait pas partie de tel, comme on avait exclu par exemple l'Afrique du Sud de la FIFA. Donc à une certaine période, si on demande qui est égalité, je peux le comprendre, mais quand je constate que la FIFA, chaque fois qu'il y a un petit événement, ils saisissent ça. La dernière fois, c'était le Vuvuzela en Afrique du Sud. Non, on ne veut plus le Vuvuzela. En Afrique du Sud, ils disent qu'on ne veut plus qu'on vende les têtes de moutons à côté des stades parce qu'il y a quelqu'un qui est un sponsor et tout. On ne veut plus qu'on vende. On veut maintenant aller imposer la vente des bières au niveau du Brésil alors que le Brésil interdit la vente des bières. Donc, pour moi, je crois qu'il faudrait que la FIFA fasse d'abord ce qu'on appelle un cahier de charges avant d'aller après dire que non, écoutez, essayez de modérer et tout. Non, mais on a bien compris de toute façon, Rémi, que c'était une histoire d'image et une histoire aussi politique. On part vers notre session carton. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Un carton très spécial pour commencer cette session aujourd'hui. Lilian Thuram, le champion du monde de 1998, était invité de l'émission Légende urbaine de Juliette Fievé. Aujourd'hui, une émission qui sera diffusée très prochainement sur RFI, un samedi prochain. Et Lilian Thuram a donné un carton ce matin parce qu'on lui avait demandé. Son carton, vous allez l'entendre, est à la fois vert
vert et rouge. Un carton pour le directeur d'une chaîne de radio, je crois, qui a renvoyé un consultant lorsqu'il a dit quelque chose de très négatif sur Lukaku. Et je pense que c'est ce qui manque en fait, des gens qui ont le courage de dire pas ici, on n'accepte pas le racisme. Je comprends en plus qu'il l'a viré en plein milieu de l'émission, me semble-t-il. Hein. Je crois que c'était ouais, juste je crois. après l'émission. J'ai pas suivi. En fait, en tout cas, il s'est déplacé pour dire que c'était fini. C'était sur quelle radio? Il n'y a pas de problème. Hein, pas de non, c'est une radio en Italie. Je ne sais pas. D'accord. Voilà. Ok. Parce qu'en règle générale, les gens ils font toujours comme si c'était pas tout à fait du racisme. Voilà. Alors, en fait, c'était pas une chaîne de radio, c'était une télévision. L'émission s'appelait Top Calcio 24 et le personnage, c'est Luciano Passarini, qui était l'ancien dirigeant de l'Atalanta à Bergame et qui avait donc tenu des propos on ne peut plus déplacer envers Lukaku. Philippe Doucet, avez-vous un carton Eh bien, un carton un peu général au football africain, qui concerne la CAF évidemment, Quelle qui couleur? concerne les fédérations, qui sera orange-rouge. Orange parce que c'est encore récupérable, mais je trouve exceptionnel qu'on ne puisse pas arriver à avoir les dates des événements africains. Là, les matchs de qualification pour le CHAN qui devait être début septembre, finalement, se disputent ce week-end et le week-end prochain. Donc tout est changé. En septembre. Donc tout est changé. On est encore en septembre, c'est déjà pas mal. Les dates du CHAN, on ne sait toujours pas si c'est en janvier ou en juin. C'est invraisemblable, une telle improvisation, quand ensuite on veut vendre des championnats. On veut dire que les championnats locaux sont importants. Et ils sont tellement importants qu'on ne peut pas faire un calendrier en attendant d'avoir les dates. C'est formidable. Notre stagiaire Ralph Samouri. Oui, je pense que Rémi, il aurait mis rouge. Rémi aurait mis rouge, ça c'est sûr. Ralph Samouri, vous avez un carton à mettre aujourd'hui? Ouais. Moi, je vais mettre un carton vert aux jeunes d'Arsenal que j'ai vu jouer hier, qui sont allés gagner 3-0 à Francfort. Et notamment un qui s'appelle Bukayo Saka qui a mis un très beau but que je vous conseille d'aller voir, et aussi deux passes décisives. Donc le point positif pour l'instant dans la saison d'Arsenal peut-être, c'est que leurs jeunes sont très prometteurs. Voilà. Arsenal à retenir, parce que dans le championnat, ça va être important en première ligue. Xavier Barret. Carton vert au public de Glasgow, des Glasgow Rangers, qui hier a rendu un hommage vibrant à un joueur néerlandais qui avait porté leur couleur, Fernando Riksen, qui est décédé mercredi de la maladie de Charcot. Et ce néerlandais qui était parti finir sa carrière au pays est revenu vivre en Écosse, et le public, les supporters des Rangers l'ont soutenu pendant toute cette lutte contre sa maladie. Les médecins lui donnaient 18 mois à vivre, il a quand même tenu 6 ans pendant lesquels il a pu voir grandir sa petite fille. Donc chapeau à ce public extraordinaire. Rémi? Alors, parfait tolo de ma page Facebook Mingon officiel donne carton rouge à Alphonse Arelois, le gardien du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, du Paris Madrid, voilà, qui est justement parti fêter avec ses camarades et tout, avec l'emblème du Real, au maillot du Real. Quand même, c'est maladroit tout ça, comme le dit un proverbe africain, quand tu te couches, finalement, quand tu craches, ça te retombe sur la poitrine. Alejandro Valente, à vous. Allez, dans la foulée un peu de ce qu'a fait Thuram, un petit carton rouge à Peter Barsley, qui est, pour les jeunes, ça évoque pas grand-chose. C'était ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, qui entraînait ces derniers temps les jeunes de Newcastle et qui vient d'être suspendu 8 mois par la Fédération anglaise pour de propos racistes. Alors, c'est une triste affaire. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Il traitait parfois ses joueurs des singes ou les invitait à monter dans les arbres, etc. Mais les joueurs qui l'ont dénoncé ont dit qu'ils ne les pensaient pas racistes. Et ça rappelle un peu l'histoire aragonaise avec Eto'o. Mais quand même, ses propos étaient inacceptables. Et donc, la fédération avait besoin de sanctionner et il l'a fait. Le carton vert de Radio Foot International va à Ansu Fati, fantastique et bluffant joueur de 16 ans qu'on a vu débuter avec le FC Barcelone pour la première fois en Ligue des Champions, mais surtout qui, depuis aujourd'hui, est espagnol. Décision rapide en Conseil des ministres. Il devrait jouer la Coupe du Monde des moins de 17 ans et évidemment, la Roja doit déjà l'attendre sous les drapeaux, n'est-ce pas, Alejandro Valente? En tout cas, il ne jouera pas la CAN, visiblement. Oui, alors et Guinée-Bissau peut tirer un trait. En plus, ses frères avaient joué, sont des joueurs professionnels
professionnel. Son père avait joué aussi lui-même Bori en Guinée-Bissau. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Pierre Guérin, à David Finzel, à Laurent Salerno, à Swell Kedir, à Laura Temperville et à tout le monde. On se dit à lundi. Demain sur RFI. Alors on dit quoi avec Jaran Jai? Études courtes ou études longues à l'université, au lycée ou dans les écoles spécialisées, le choix des études supérieures nécessite de bien s'informer et de réfléchir à son projet professionnel. Comment bien se préparer à l'orientation post-bac? À qui s'adresser? Alors on dit quoi? Présenté par Jaran Jai. Tous les samedis à 9h10 TU sur RFI. Orient Hebdo, Éric Bataillon. Le G5 Sahel est une initiative fortement soutenue par la France. Censée apporter de la stabilité, elle se heurte à une prolifération de processus plus concurrents que complémentaires qui attisent les tensions et alimentent des rivalités, comme le montre l'universitaire algérien Abdenour Benantar. Orient Hebdo, Éric Bataillon. Demain, à partir de 11h40 TU. RFI. Vous écoutez RFI, les 16h en temps universel, 18h à Paris. Et tout de suite, les informations, le journal de Florent Guignard. Bonsoir Florent. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Et au sommaire de ce journal, le climat et la mobilisation de la jeunesse, des manifestations aujourd'hui partout dans le monde. L'Allemagne, de son côté, annonce 100 milliards d'euros d'investissement sur 20 ans pour passer à une économie verte et vertueuse. Gros plan aussi à suivre dans ce journal sur une hécatombe en Amérique du Nord, la disparition de 3 milliards d'oiseaux en 50 ans à cause de l'agriculture. Pavel Ustinov retrouve la liberté. Le jeune acteur russe condamné à 3 ans et demi de prison pour des violences imaginaires contre des policiers a bénéficié d'une mobilisation sans précédent du monde des arts. Et puis les inquiétudes de Christine Lagarde qui quitte le Fonds monétaire international pour rejoindre la Banque centrale européenne. La croissance mondiale, dit-elle, est fragile et menacée. La jeunesse du monde veut sauver le monde et elle se mobilise aujourd'hui partout sur la planète en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique et pour faire pression sur les dirigeants, les chefs d'État et de gouvernement qui vont se retrouver aux Nations Unies à New York pour un sommet climat exceptionnel, Action Climat, parce qu'il faut agir dès à présent. Et d'ailleurs, Greta Thunberg qui est à